computer. Voilà. Merci pour cette méditation excellente qui nous a fait entrer dans nous-mêmes. الآن ننتقل إلى المقابلة مع البروفيسور جاكفين. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, parce que je ne voulais pas donner trop d'explications, mais c'est que dans la nouvelle anatomie, qui s'intéresse beaucoup aux origines embryologiques des tissus, on voit que c'est le même tissu embryologique d'origine qui fait tous ces diaphragmes. Le même tissu? Oui, en particulier, donc, le diaphragme lui-même, le périnée, la plante du pied, la langue, c'est le même type de tissu à l'origine en embryologie. Et on voit que la langue, c'est comme un diaphragme, une séparation de la cavité de la bouche en deux, de même que le diaphragme du tronc. Donc, ils sont d'une même nature, toutes ces… Oui, c'est ça. Hein, donc, quand on redresse la langue vers l'arrière, qu'on l'arrondit vers l'arrière, c'est comme si on arrondissait le diaphragme et ça favorise l'arrêt poumon vide. Et Jacques, quelques questions sur la méditation elle-même. Pourquoi ces diaphragmes sont toujours liés à la peur? Ben oui, je pense que c'est le diaphragme de base. Quand on a peur, on coupe le souffle et donc le diaphragme se crispe, quelque chose comme ça. Hein, et pareil avec la bouche, quand on a peur, la base de la bouche se crispe et fait bloc avec la langue qui elle aussi est crispée. Et donc, c'est aussi une diaphragme ou une base qui se crispe avec la peur ou les émotions style colère au niveau de la bouche. Et pareil pour le périnée, quand on a peur ou qu'on est en colère, il y a une tension dans cette zone-là. Et pareil pour les paumes de main et les plantes de pied, de nouveau, il y a une tension quand il y a le stress qui vient, peur, colère, etc. Et quelle relation exactement spécialement entre le plexus solaire et le pubis? Alors, plexus solaire et pubis, bon, déjà, il y a une forme analogue. Hein, il y a les deux côtes, les 10e côtes qui arrivent et qui se rejoignent au niveau du plexus solaire. Au niveau du pubis, c'est les deux branches du pubis qui se rejoignent dans la symphyse. Et donc, le plexus solaire, c'est en bas et en avant du thorax, et la symphyse du pubis, c'est en bas et en avant de l'abdomen. Donc, il y a des dispositions anatomiques qui sont analogues. Et pour méditer, quand on veut sortir de l'anxiété reliée à ces deux zones, on fait monter vers le dessus, un peu comme on monte de la boue à travers la tige du lotus jusqu'à la fleur du lotus lui-même. Et dans notre comparaison, donc, la fleur du lotus, ce sera le centre du thorax, Anahata Chakra, ou alors ce sera le centre du feu, qui est sur l'axe central au niveau du hara, ou alors le hara lui-même. Donc, quand on fait cette montée, on transforme la boue de l'anxiété en lotus de conscience spirituelle, etc. Jacques, toujours dans tes méditations, tu conseilles, tu demandes imaginer. Et quelle force a cette imagination à transformer vraiment une réalité matérielle avec un simple travail au niveau de l'esprit ou… Oui, donc la chose principale à comprendre pour ça, c'est que visualisation et sensation, ce sont les deux faces de la même pièce. Ça va vraiment ensemble. Pourquoi? Visualisation, c'est au niveau de l'image mentale et sensation, c'est au niveau des sensations du corps. Oui, c'est ça. Hein, mais si on demande de visualiser que, par exemple, sa main droite devient lumineuse, automatiquement, on sentira sa main droite. Et si on demande de sentir sa main droite, son image se transformera. Si on sent de la chaleur, elle deviendra plus lumineuse, etc. Donc, les deux fonctionnent vraiment ensemble et c'est un grand intérêt de l'entraînement en méditation de faire des liens de plus en plus directs entre sensation et visualisation. Mais normalement, le travail sur les sensations, il est beaucoup, je crois, il est
chose que tu as dit d'ailleurs, il est plus simple parce qu'on ne peut pas forcer notre imagination ou travailler facilement à changer les images mentaux alors que les sensations, on peut les changer. Quelque chose comme ça, oui. Donc, on se souvient plus facilement des visualisations, mais on peut changer plus facilement les sensations. Il y a du vrai dans cette formule. Donc, Et le donc, travail on essentiellement. combine, on utilise les images mentales pour faire des méditations dont on se souvienne, et puis ça nous rappelle ce qu'il faut sentir. Mais quand on travaille sur la sensation, là, on transforme en profondeur. La visualisation, c'est un peu comme la poignée de la valise, mais la sensation, c'est la valise et tout ce qu'il y a dedans. Et quand tu dis comme la Terre qui transforme tout, c'est quoi qui transforme tout et qui est équivalent à la Terre dans la méditation donc? Alors, on pourrait dire, c'est notre corps relaxé. Quand notre corps est complètement relaxé, il peut encaisser tous les coups, il peut absorber toutes les impuretés et il les recycle. Parce que quand il y a une impureté, entre guillemets, c'est-à-dire une émotion perturbatrice, etc., et ça crée des tensions dans le corps. Et donc, si le corps est complètement relaxé, il dissout toutes ces tensions. Et pourquoi il doit être relaxé? Alors, parce que c'est la relaxation qui permet de dissoudre. Si c'est crispé, ça restera un peu comme du plastique dans l'océan. Ça ne se dissout pas, ça reste. Mais tout le reste, ça se dissout. Et quant à la relaxation elle-même, tu as parlé une fois de deux méthodes de relaxation, Jacques. La méthode, je crois, de Jacobson, là où il s'agit de... euh, tu peux reprendre Contracter et ça? détendre, oui, oui, oui. Donc, c'est Tu peux expliquer un peu parce qu'on m'a posé cette question. Donc, comment faire cette méthode et pourquoi il y a un contraste, c'est-à-dire tu tends pour détendre. oui, c'est ça. Donc, Jacobson a bien remarqué ça, mais tous ceux qui font du sport le savent aussi. Et Hein, quand on Jacobson, fait c'est un contemporain? oui, il a vécu dans les années, à mon avis, 1950, 70, exercé. Voilà. C'était un Hein, quoi, un psychologue? c'était un psychologue médecin, je pense, qui travaillait sur la physiologie et la relaxation, le lien avec le psychisme. Et donc, oui, Jacobson, il a redécouvert ce qu'avait découvert le Hatha Yoga, c'est-à-dire quand on tend beaucoup un muscle, après il se détend en profondeur. Et ça, c'est fondamental. De toute façon, c'est toujours le cas, je crois, même. Supposons, on prend comme habit quelque chose qui nous est trop serré, ou on met même dans les pieds un soulier trop serré, dès qu'on s'en On le débarrasse. retire, oui, une sensation d'expansion. Oui, on peut dire que c'est lié. On peut dire que c'est lié. Et du coup, donc, il faut savoir s'en servir. Par exemple, le soir, quand on s'étire très fort vers l'arrière, on se cambre. À ce moment-là, ensuite, on a envie de repartir dans l'autre sens, de se replier sur soi-même et ça aide beaucoup à l'endormissement, puisque l'endormissement, c'est plutôt se recroqueviller sur soi-même en position de protection. Et donc, s'il y a deux méthodes de relaxation, laquelle est la plus simple à ton avis, ou il faut utiliser les deux? Il faut utiliser les deux. Par exemple, quand on veut s'endormir, on peut commencer par se cambrer plusieurs fois vers l'arrière et puis après, on se met en position plutôt de fœtale, recroquevillé sur soi-même et puis on peut même imaginer, visualiser qu'on se recroqueville encore plus sur soi-même et c'est confortable pour s'endormir. Mais il faut commencer dans l'autre sens. C'est le principe de la contre-pose en yoga. Quand on fait une posture forte dans un sens, après, on fait l'autre forte dans l'autre sens. Et comme ça, c'est équilibré. Mhm. OK. Et la relaxation normale sans ce contraste, comment elle est? Ben, on peut aussi se relaxer directement par la conscience. Il faut développer, bien sûr, cette capacité. Hein, les gens qui savent méditer, même sans aucune contraction, ils peuvent détendre un muscle, détendre une zone du corps. Donc, avec Et l'expérience, c'est ce qu'ils appellent ça relax mentally. Relâche. oui, c'est ça, oui, oui, oui. Hein, on visualise que c'est relaxé, ça devient relaxé, quelque chose comme ça. Mhm.
Ok, je passe aux questions là. euh, toujours du livre Méditation laïque, tu dis à la page 146, il y a une différence entre le plaisir et la joie. Le premier s'épuise avec la répétition, la seconde, au contraire, augmente avec la répétition, c'est-à-dire. Et donc, ma question, le plaisir, est-ce qu'il crée une certaine addiction? Ben oui, c'est toute la question des endorphines, hein. Le plaisir est très lié aux endorphines. Et les endorphines, c'est une forme de morphine. Et donc, quand c'est stimulé régulièrement, il y a une diminution des récepteurs à endorphines, ce qui fait que quand on a le même stimulus, ça fera moins de plaisir. Et du coup, on aura besoin de plus de stimulus. Le stimulus soit le sucre, le plaisir sexuel, toutes les formes de plaisir. Il y a ce mécanisme donc d'émoussement du plaisir, hein, ou le chocolat, quand C'est-à-dire, on une prend. fois qu'on est, comment, une fois qu'on a ce plaisir, on a envie d'avoir une dose plus forte. Ben, c'est plus compliqué que ça. Donc, quand on a le stimulus du plaisir, par exemple l'alcool, eh bien, le cerveau se dit, OK, il y a beaucoup de plaisir qui arrive, donc je n'ai pas besoin de tant de récepteurs à l'alcool, qui est le même type de récepteur que le cannabis, et du coup, je réduis le nombre de récepteurs. Et donc, quand la personne n'a plus son alcool, comme il a peu de récepteurs, moins de récepteurs aux endorphines, il a moins de plaisir dans la vie, il devient triste et il a encore plus besoin d'alcool. Voilà, c'est ça le mécanisme de l'addiction, la base biochimique. Et comment briser ce mécanisme? Ben, par l'abstinence, mais en ayant d'autres sources de joie. Hein, j'avais parlé avec un alcoolique, on avait été faire le yoga avec l'ami qui avait traduit mon livre Éléments de psychologie spirituelle en polonais. On avait été faire un week-end de yoga méditation dans un centre de désintoxication alcoolique à Katowice, en Pologne et dans le sud de la Pologne. Et donc, c'était pour l'équipe, le staff. Et dedans, il y avait un alcoolique qui était devenu une partie du staff parce qu'il était très bon dans les groupes d'anciens alcooliques pour aider les autres à sortir de leur addiction. Et donc, il disait, moi, j'ai regardé ce qui se passait et j'ai vu que j'avais sombré dans l'alcool à cause de la tristesse. Donc, j'ai travaillé la joie et c'est grâce à ce travail sur la joie que je m'en suis sorti. La joie elle-même, Jacques, et souvent, c'est difficile de la distinguer de plaisir, surtout que joie sans excitation, c'est quoi? Oui, c'est ça. Donc, ben, ça, c'est la joie spirituelle. Hein. Les enfants, régulièrement, quand ils ont du plaisir ou de la joie, ils sont excités. Et la plupart des adultes aussi. Donc, c'est tout un travail de comprendre qu'on a une joie fondamentale, une joie de base, qui est une joie sans aucune trace d'excitation. Et Mais Vijalanda disait on est ça de presque Manon Damayi. habitué, en quelque sorte, à être excité quand on a la joie. C'est ça, c'est ça. Donc, bien distinguer les deux. Et Manon Damayi avait cette capacité remarquable, Vijanda en témoignait, d'avoir une joie intense sans aucune trace d'excitation. Comment s'y exercer? Comment? Comment s'y exercer? Oui, c'est ça. Ben, quand on a de la joie, relaxer toutes les traces d'excitation pour garder l'essence qui est la joie pure. Donc, l'excitation, c'est une tension et puis on le sent donc que ça Donc, correspond à toutes relaxer le sortes corps, d'autres. en quelque sorte, et voir là où il y a une excitation, la relaxer, la C'est ça. Hein? Et on pourrait dire c'est un travail de maturité parce que les enfants ont l'excitation qui va avec le plaisir et la joie, alors que quelqu'un de mûr psychologiquement et spirituellement, il est capable de distinguer les deux et d'être dans la joie pure. Une joie lâche comme l'espace qui ne dépend pas d'un objet d'excitation. Ah, ben, il s'agit de s'y exercer, en quelque sorte, aussi. C'est ça. Ok, tu parles du style de marche en disant que ce style de marche est tellement caractéristique qu'on peut reconnaître un ami qui arrive de derrière rien qu'à 100 pas.
à la page 148. C'est vrai. Oui. Donc, est-ce que c'est comme une empreinte, la marche de... Ben oui, hein, là, il y a quelque chose de très personnalisé dans la marche comme dans la voix. Et d'ailleurs, la police chinoise s'en sert parce que maintenant, non seulement il faut la reconnaissance faciale, mais ils ont eu un problème parce qu'ils ont imposé le masque à tout le monde. Donc, la reconnaissance faciale ne marchait plus, mais ils ont fait la reconnaissance du pas et il paraît qu'ils réussissent à individualiser les personnes rien qu'à leur pas. Donc, ça, c'est une application policière qui n'est pas très éthique, mais en tous les cas, on le sent, hein, et au moins aller avec les gens qu'on connaît. Et puis, quand il n'y a pas trop de monde, on sait que c'est telle personne qui arrive. C'est comme un tic nerveux, c'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait cette distinction entre les pas de quelqu'un des pas d'un autre? Ben, ça veut dire qu'on met toute sa personnalité dans son pas. Et du coup, c'est important quand on transforme son pas par la marche méditative, ça veut dire qu'on transforme sa personnalité. Justement, déjà dans la pratique quotidienne, en arabe, on dit, il y a un terme, je l'ai reconnu à partir de son pas, sans que je le voie. Oui, oui, oui. Et c'est essentiellement même la mère qui connaît qu'un enfant vient, même si de l'extérieur, même si la porte est fermée, elle connaît ses enfants à partir de leur pas. Oui, c'est ça, oui, oui. C'est une perception intuitive de l'autre et finalement intuitive de soi-même à travers la marche méditative. Et comme ça, on se connaît à travers son pas. Et en changeant le pas consciemment, on peut s'améliorer soi-même. Enfin, Comment on change quand le je dis pas? changer le pas consciemment, il y a toujours deux travaux en méditation, hein, la focalisation sur quelque chose de positif ou alors l'observation de ce qui se passe spontanément. Donc, ces deux types de méditation sont possibles dans la méditation marché. Soit on se focalise sur un pas lent, par exemple, ou sur le pas sur l'extérieur du Et pied en qui effet, favorise la c'est-à-dire de longueur. changer le rythme de notre marche. On peut changer le rythme, on peut relier le rythme de la marche au rythme de la respiration. Tout ça, ce sont des choses apaisantes. Et donc, c'est shamatha appliqué à la marche. Et puis, il y a vipassana appliqué à la marche, c'est-à-dire l'observation détaillée. Et là, on le fait en général avec une marche très lente et on regarde tous les détails du mouvement de la marche. Et au fait, indirectement, c'est aussi apaisant. Et à l'inverse, shamatha appliqué à la marche, c'est-à-dire une marche apaisante, nous donne beaucoup de prise de conscience sur comment fonctionne la marche. Donc, ce n'est pas que ce soit complètement séparé, mais on incite d'un côté plutôt sur le côté apaisant et focalisé dans la méditation marché, et de l'autre, c'est l'aspect détaillé, prise de conscience des moindres mouvements et sensations de la marche. OK, Par on exemple, arrive. quand on décompose la marche dans les quatre éléments, quand on soulève le talon, c'est l'élément feu, parce que c'est l'énergie. Quand on a le pied en l'air, c'est l'élément air. Quand on pose le pied doucement sur la terre, on dit qu'on a l'impression de marcher sur un fruit mûr. À ce moment-là, c'est l'élément eau. Et puis, quand on appuie complètement le pied sur la terre, c'est l'élément terre. Et donc, si on prend conscience de ces quatre éléments dans le pas, on marche plus lentement et plus consciemment. Et ça permet de donner plus d'attention au pas et que ce soit moins automatique. C'est ça l'idée. En Jacques, plus, ça nous relie à l'univers. Ça fait une marche universelle puisque l'univers est composé des quatre éléments. Si on voit les quatre éléments dans notre marche devient universelle. Jacques, spécialement la marche militaire, pourquoi elle donne du courage? Pourquoi cette marche, elle est essentielle dans les guerres et pour donner beaucoup de courage et de morale aux gendarmes, aux Oui, alors soldats? c'est du moral ou alors c'est un conditionnement automatique quand on est critique et qui fait oublier leur jugement aux gens et pour qu'ils se battent juste comme des robots. Hein. Donc, il y a les deux aspects, hein, l'aspect plutôt élogieux de cette marche militaire ou l'aspect plutôt critique. Mais c'est vrai que c'est lié aux émotions de base et si on veut oublier la peur, la marche peut aider.
ici, c'est-à-dire la dans marche beaucoup d'uniformes, militaire, on est connecté avec les autres soldats, on on a, est connecté avec les autres soldats, en particulier à l'époque, il y avait de la musique pour pousser au combat. Et donc, ça aide à se connecter. Et puis, du point de vue énergétique, c'est intéressant de voir que dans un certain nombre d'uniformes militaires, il y a une bande de couleur sur les bords du pantalon, par exemple une bande rouge, et ça veut dire que l'extérieur des jambes est relié à la force. Et pareil, on met des épaulettes pour élargir les épaules, et donc l'extérieur des épaules, l'extérieur des bras est relié à la force aussi. Donc, c'est le côté yang, on pourrait dire, des membres. Le côté intérieur est plutôt yin, le côté extérieur est plutôt yang. Et donc, dans des méditations de non-peur, on travaille sur mettre plus d'énergie à l'extérieur des jambes qu'à l'intérieur. Et dans le massage tibétain, le Kunye, on commence en général la séance de massage en mettant de l'huile chaude sur l'extérieur des cuisses parce que ça retire la peur. Ça paraît primitif, mais au fait, j'ai une amie qui a fait le Kunye comme ça traditionnel et elle dit que ça marche bien, voilà, que parce que quand on met de l'huile assez chaude, ça crée une légère brûlure et donc l'effet dure pendant plusieurs jours. Donc pendant plusieurs jours, l'énergie de l'intérieur de la cuisse est attirée vers l'extérieur et donc c'est comme si la peur était aspirée en direction du courage par cette légère brûlure de l'huile chaude sur l'extérieur des cuisses. Bon, c'est un traitement un peu de cheval, mais pourquoi pas, à l'époque, je n'avais pas de médicaments relaxants et ça pouvait aider voilà, de façon simple. Ben, on revient au sujet des 6 planchers dont il s'agit dans la méditation. Les 6 planchers dans le corps, il y a les 2 plantes des pieds, donc c'est 2. Il y a le 3e périnée, 4e le diaphragme, 5e séparation du thorax et le cou et 6e le pubis. Et Enfin, 6e, le non, palier, périnée, le palier. le menton, oui, c'est ça, la base du menton. Hmm. Et donc, on peut rajouter un 7e avec le palais tendu cerveau, et puis pourquoi pas un 8e avec le rond du crâne qui serait une sorte de séparation avec le ciel. Voilà, Oui. donc on peut Quel est un le peu jouer rôle de sur le tous ces nombre. planchers, Jacques? Pardon? Quel est le rôle physiologique Hein? et psychique? Donc, chacun a son rôle de soutien de ce qu'il y a au-dessus et de dynamisation de ce qu'il y a au-dessus, comme le périnée ou le diaphragme ou les mâchoires. Donc, ça, c'est les rôles principaux. Et il y a une image qui est très bonne quand on réussit à détendre ses planchers. C'est comme une tour quand il y a un tremblement de terre ou un immeuble. Hein, si l'immeuble n'a pas été conçu contre les tremblements de terre, les étages se détachent de la caisse extérieure et s'empilent les uns sur les autres et tout le monde est mort dedans. Et donc, ce qui pour le tremblement de terre est une catastrophe, pour la méditation est une bénédiction. C'est-à-dire on détend tous les planchers et tous nos soucis, tous nos mauvais souvenirs sont en quelque sorte liquidés par cet effondrement des planchers. C'est ça l'analogie. On fait en quelque sorte bouger et trembler les planchers pour… Oui, c'est ça, on détend l'extérieur du corps, du coup les planchers lâchent, et quand les planchers lâchent, on peut dire que tous ces petits démons qui nous sont en nous, ils sont écrasés et on en est débarrassé. Voilà, c'est qu'une analogie, mais elle est assez claire. Ben, tu continues sur spécialement le périnée en disant qu'au niveau du périnée, le centre est le chakra de Muladhara, le nœud antérieur et la zone génitale. Elle est sujette à de nombreuses tensions qui ne sont détendues que temporairement par l'activité sexuelle. Là, à la page 157. Oui, alors il y a aussi l'activité d'uriner et de déféquer, hein, parce que ça crée une tension quand on se retient. Et donc, le fait que les sphincters lâchent, sauf erreur, c'est lié à la stimulation du parasympathique. Voilà, hein, et donc, le parasympathique, c'est ce qui est très relaxant.
Donc, même sans lâcher la tension des sphincters parce qu'elle est utile, on peut quand même détendre toute la zone et ça stimulera notre parasympathique et tout notre système en bénéficiera. Oui, mais comment l'activité sexuelle spécialement et pourquoi et comment elle pourrait détendre les tensions? Ben, c'est parce que c'est comme tous les besoins. Plus le besoin est fort, plus il y a de tension et plus le soulagement est fort quand on satisfait le besoin. C'est le mécanisme général des besoins, la faim, etc. Se gratter, c'est Même toujours pareil. fonctionnement que quand on a besoin d'uriner, c'est-à-dire, et, Alors, les besoins aussi, c'est vrai, quand on a fortement besoin d'uriner et qu'on se soulage, la sensation de soulagement est plus forte. oui, mais et au niveau sexuel, donc cet acte sexuel a un rôle positif en quelque sorte, de relaxant, de détention. Ben, oui et non, parce qu'il relâche une détente qu'il a lui-même créée, donc ça tourne en rond. Comment, Le désir sexuel crée une tension, après la satisfaction sexuelle la détend, mais c'est un cercle. Voilà, ensuite ça revient, c'est pareil. donc, vaut mieux ne pas, c'est-à-dire entrer dans ce cercle vicieux, à ton avis? Ben, de toute façon, les jeunes, hein, ils n'ont pas beaucoup le choix, même s'ils veulent ne pas rentrer, c'est très fort et donc ils ne peuvent pas trop y échapper, mais jusqu'à un certain temps, à un certain point, oui, ils peuvent quand même limiter et puis orienter, surtout orienter dans une relation qui soit constructive et pas dans une dispersion qui soit où on gaspille son énergie. Voilà, donc faut, bien sûr, c'est toute une éducation et toute une spiritualité d'orienter l'énergie sexuelle et la méditation est aussi pour transformer l'énergie sexuelle en énergie spirituelle et donc c'est le travail d'une vie. Oui, mais Jacques, tu viens de comparer entre un acte sexuel ou bien, disons, une libération donc, des sécrétions sexuelles et le fait d'uriner défecté. Quelles sont les ressemblances et les différences entre ces deux? Ben, il y a les zones qui sont analogues et puis ça crée une stimulation parasympathique au moment où on se soulage et donc voilà, ça fait des, des analogies assez fortes. Voilà. Hein, et donc, évidemment, dans l'acte sexuel, il y a aussi l'ocytocine qui est importante, qui est l'hormone du partage émotionnel, de l'harmonie émotionnelle. Et donc, dans une sexualité réussie, à ce moment-là, ce partage émotionnel prend le premier plan, on peut dire. Hmm. Mais il y a un soulagement physique qui donne une stimulation du parasympathique. Et comme la plupart des gens sont trop stressés, grâce à la sexualité, ils ont un petit peu de soulagement. Sauf que ça ne dure pas indéfiniment parce qu'ils ne sont pas rentrés suffisamment en eux-mêmes pour comprendre les vraies causes de leur tension. Donc, ils ont un soulagement, oui, par la sexualité, mais après, ça reprend. Et donc là, je passe à une autre question. À la page 160, tu dis il faut commencer par comprendre qu'on a des zones de contrepoids à l'intérieur de notre dos, de chaque côté de l'axe central, donc des zones de contrepoids. Ben, quelles sont ces zones et quel rôle jouent-elles ces zones? Oui, ben, on les sent directement quand on passe de, on pourrait dire, la posture de la crevette à la posture de l'hippocampe. Hein, j'en parle de temps en temps. Donc, crevette, on est recroquevillé sur soi-même. Hippocampe, on a le creux des reins et puis le dos dressé et puis la tête un petit peu détendue vers l'avant. Et à ce moment-là, donc, pour passer de la première à la seconde posture, il faut mettre plus d'énergie, de poids, on peut dire, dans le haut de l'abdomen sur les côtés de l'axe central. Voilà, on sent que quand on se redresse, c'est cette zone qui se remplit d'énergie, alors que quand on est recroquevillé, elle est en vide d'énergie. Et puis sinon, il y a l'image aussi du fil à plomb. Hein, on peut imaginer un fil à plomb et le plomb du fil à plomb, on peut le mettre dans ce qu'on pourrait appeler le hara supérieur, c'est-à-dire le hara est en dessous du nombril et si on va à peu près en symétrique au-dessus du nombril et qu'on projette sur l'axe central, il y a un chakra qui est important sur lequel travaille
un grand groupe de méditants thaïlandais, le groupe Samadhi. Donc, ils ont ce chakra qui est donc à mi-chemin entre le plexus et le nombril, mais projeté sur l'axe central. Et quand on redresse le dos à partir de ce centre-là, ça donne beaucoup d'énergie pour la méditation. Je me souviens, il y avait un maître de ce mouvement-là. Je crois que c'est le mouvement Samadhi ou alors le mouvement de Dhammakaya, parce que les deux sont parallèles. Il insistait beaucoup sur ce centre. Et donc, pour les pratiques de débutants, ils se concentrent sur ce centre, donc ils ne se concentrent pas trop sur le hara comme dans le zen ou en Birmanie. Ils se concentrent plutôt sur ce centre qu'on pourrait appeler le hara supérieur. Et puis, ils récitent un mantra, donc c'est Bouddha, Bouddha. Ils prononcent à la manière thaïlandaise Putho, Putho avec le H. Et voilà, ça leur fait, ils peuvent travailler pendant des jours et des jours et des semaines avec ce centre et ce mantra. C'est une de leurs pratiques de base. À la page 161, Jacques, et tu cites Thich Nathan qui dit « Asseyez-vous dès maintenant sur un lotus. N'attendez pas l'heure de quitter le monde pour le faire. » Que veut-il dire exactement par ça? Attendre dans les représentations et les archétypes de l'Inde, ceux qui sont assis sur les lotus, ce sont les dieux, les bodhisattvas, les bouddhas. Et donc, l'idée claire, hein, c'est devenez divin, devenez bodhisattva, devenez bouddha ici et maintenant, et n'attendez pas l'après-vie. Voilà, alors du point de vue de l'énergétique corporelle, hein, être assis sur le lotus, c'est aussi un signe d'épanouissement, c'est-à-dire ce qui a été rétracté comme le bourgeon s'épanouit et c'est une respiration qui est libre et spontanée. Hein. Quand on a une respiration libre et spontanée, les poumons, l'abdomen souffrent comme un lotus. Donc, il y a toute cette idée de transformation, plus la transformation de la boue en fleurs. Et donc, c'est la montée de l'énergie du diaphragme inférieur jusqu'au centre de la zone, par exemple, du diaphragme du périnée jusqu'au hara ou au hara supérieur, du plexus jusqu'à l'anahata chakra, de la boule d'anxiété dans la gorge jusqu'au centre de la gorge, où on peut mettre le Vishuddha chakra de la base du menton jusqu'au talou à travers Ketchari, c'est-à-dire la verticalisation de la langue, ou alors de l'espace entre les sourcils jusqu'au sommet de la tête, soit directement par l'axe central, soit en prenant le trajet latéral en allant vers les tempes, l'arrière des tempes, et ensuite en montant jusqu'au sommet de la tête. Et quand on se concentre donc sur l'arrière des tempes, on a un effet anti-anxiété qui est puissant parce que c'est comme si on aspirait l'excès d'anxiété entre les sourcils et qu'on le rejetait vers l'arrière des tempes et plus en arrière encore vers le sommet du crâne. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait le même type de travail au niveau de chaque plancher. Comme ça fait un travail qui est unifié, qu'on fasse remonter vers le haut et vers l'arrière, ou alors qu'on fasse descendre vers le bas et les côtés, comme on a fait dans l'ouverture des nœuds là, au début. Et donc, à chaque fois, on défait l'énergie des nœuds et on fait circuler l'énergie soit vers le bas et les côtés, soit vers le haut et à ce moment-là, plutôt le centre. Et voilà. Et en tous les cas, c'est un travail analogue. Et l'idée, c'est de défaire ces nœuds, de les trancher. Donc, j'ai donné l'image d'Alexandre le Grand qui tranchait le nœud gordien. Et donc, dans chaque nœud, il faut trancher, que ça parte sur les côtés, que ça ne reste pas emmêlé là. Entendu. Il y a une formule intéressante que tu lances à la page 162 qui dit tout en apprenant à marcher comme le Bouddha marchait, vous avez la capacité de sourire comme il souriait. C'est une, bien sûr, formule intéressante, mais quelle relation exactement entre marche et sourire il y a? Oui, c'est ça. Donc, c'est une formule de Thich Nhat Hanh. Hein. Il disait, en marchant comme le Bouddha marchait, souriez comme le Bouddha souriait.
Ouais, et donc, l'idée, c'est que quand on marche consciemment, on détend beaucoup la plante des pieds. Et donc, la plante des pieds, c'est le diaphragme qui soutient le pied. Et de même, les mâchoires et les muscles des mâchoires et la langue, c'est le diaphragme qui soutient la tête. Et donc, quand les deux se détendent, eh bien, ça amène à un sourire. Parce que quand la mâchoire se détend, automatiquement, il y a un sourire qui s'élève. Et donc, c'est ce travail de la marche, au fait, est relié au travail du sourire. J'ai trouvé un beau texte sur le sourire. Tiens, je vais vous le lire puisqu'on en parle. Je vais le chercher. C'est sur une carte que j'ai ici. J'ai visité le Carmel de Lisieux, là où il y avait Sainte Thérèse récemment, il y a quelques jours, et parce que j'étais à Lisieux. Et donc, j'ai trouvé cette carte qui est jolie. Au sourire, qui livre tout, qui comprend tout, petite lumière qui dit que l'âme est présente, qu'il fait bon lorsque tu t'allumes, que tu as réchauffé de cœur. C'est Sainte Thérèse qui a dit ça? Eh bien, il n'y a pas d'auteur, mais c'est beau. Je vais vous l'envoyer en photo, tant qu'à faire. C'est bien écrit aussi, une belle écriture. Oui, il y a une écriture gothique qui est jolie. Entendu. On continue là, à la page 163. Tu dis le Bouddha insiste tout particulièrement sur la fluidité. Nous avons déjà parlé du terme pali passaddhi, qu'on traduit par relaxation, mais qui signifie littéralement fluidité. C'est un facteur d'illumination, tu dis. Un des 7 facteurs d'illumination, oui. Et on le décompose dans… Fluidité et relaxation, c'est en quelque sorte synonyme. Oui, c'est ça. Di, ça veut dire le courant. Shab, c'est Shrava en sanskrit, ça veut dire couler. Et pra vers l'avant. Donc, Prashabdi, littéralement, c'est le courant qui coule vers l'avant. Et donc, c'est cette notion qu'on retrouve dans les médecines traditionnelles, que nos maladies sont dues à des blocages de la circulation de l'énergie. Et donc, Prashabdi, c'est ce qui rétablit cette énergie. Comment la rétablir, cette énergie? C'est beaucoup par la perception et la relaxation. Voilà, on perçoit où ça bloque et on refait couler. Donc, on peut servir de l'expiration pour refaire relancer un courant là où il s'était bloqué. Et Jacques, je reviens exactement sur ce sujet, fameux sujet dont tu parles et tu répètes souvent, la relaxation. Notre expérience quotidienne, c'est qu'on est plutôt crispé. Si on veut faire une chose, par exemple, appliquer une force, tout le corps est crispé, il est en train de… ou bien même si on lit, probablement on est soit on tend les mains, soit on tend un pied ou les deux pieds. Mais comme si on a pris le pli, en quelque sorte, de tendre des parties de notre corps dans notre vie quotidienne normale, là où il n'y a même pas besoin de les tendre. Donc, est-ce qu'il faut toujours y être conscient et d'étendre toutes ces zones qui sont tendues, qu'on a pris l'habitude de les tendre? Oui, bien sûr. On retrouve cette phrase fondamentale d'Atisha. L'instruction secrète suprême, c'est de sans cesse observer notre esprit. Et donc, quand on observe son esprit, on observe évidemment ici les tensions du corps qui sont reliées aux tensions de l'esprit. Qui a dit ça? C'est Atisha dans les 21 versets sur le suprême. Oui, donc, et la reprends, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il dit? Observez. Oui. L'instruction secrète suprême, c'est de sans cesse observer l'esprit.
Et Oui, Tenzin Palmo explique qu'à l'époque, les yogis, les apprentis yogis, attendaient des mantras secrets de leur gourou pour avoir des pouvoirs magiques, voler dans les airs, etc. C'était très courant. Et Atisha, il se moquait en quelque sorte de ses espoirs des disciples et il disait l'instruction secrète suprême, sous-entendu, vous la connaissez tous déjà, c'est d'observer sans cesse votre propre esprit. C'est pas d'avoir des donc, pouvoirs elle magiques. observait en quelque sorte, moi je parlais de l'observation du corps, et là c'est pareil à ton avis? Ben oui, quand on observe son esprit, on voit que les tensions d'esprit sont basées sur des tensions du corps et du coup, on se met à relaxer le corps dans la foulée. Ben, Ça se justement, tient j'ai lu complètement. dans un livre de psychologie un psychothérapeute qui dit que voilà, je vous conseille un médicament pour la haute tension donc artérielle, ben, c'est de détendre. Chaque fois, c'est-à-dire essayer de voir, de visualiser dans n'importe quelle situation les parties qui sont tendues de votre corps et détendez-les, automatiquement vous aurez une chute de cette haute tension. Est-ce que c'est vrai à ton avis? Ben oui, c'est la base du Vipassana. Hein. On retrouve ce que disait Ananda comme synthèse d'enseignement du Bouddha et que je vous cite souvent parce que c'est fondamental. Après la mort du Bouddha et de Sariputra, il a dit l'ami est mort, le maître s'en est allé et tout ce qui nous reste maintenant comme ami et maître, c'est l'attention tournée vers le corps. Donc, on voit les nœuds. Et alors, il y a un autre travail qui est complémentaire dont on parle moins, c'est de voir les zones aveugles sans sensation. Donc, en gros, dans les nœuds et les zones tendues, il y a trop de sensations. Et à côté, il n'y a pas assez de sensations. Et donc, le travail de base, c'est de faire passer ce qu'on pourrait appeler le bulldozer de lumière et de tout égaliser. Ou alors le rouleau à pâtisserie qui aplatit la boule de tarte pour que ce soit bien répandu. C'est un peu la vipassana de Goenka, là où il y a les emmuets, ils appellent ça, les emmuettes. Oui, les zones muettes, tout à fait. Là où il n'y a pas de sensation, arrêtez-vous encore plus pour sentir ces ondes. Oui, c'est ça. Et comme ça, c'est très rééquilibrant. Donc, ça augmente la relaxation, cet effet de travailler sur les ondes muettes. Ben oui, ça égalise, parce que le stress, c'est basé sur un déséquilibre des muscles trop tendus par le stress et à côté rien. Et quand on sent une lumière égale partout, à ce moment-là, on trouve la paix au-delà de la non-dualité. Enfin, la paix de la non-dualité, au-delà de la dualité. Parce que le stress, c'est la dualité. Par exemple, on a les mâchoires qui sont très tendues, mais on sent rien dans la moitié supérieure du front ou au sommet de la tête. Alors que quand on travaille pour égaliser, la sensation de la tête devient égale. Est-ce qu'on peut dire, Jacques, que ces tensions qu'on a dans le corps, ce sont elles qui empêchent cette fluidité dont il s'agit, dont parle le Bouddha? Oui, on peut dire ça. Il n'y a pas une circulation d'énergie, c'est à cause de ces tensions-là où on tend le corps, on bloque la circulation d'énergie. Tout à fait. Et là, à la page 164, tu cites une fameuse parole du Seigneur Bouddha quand il dit, suite à la réalisation, maintenant, ô constructeur de la maison, tu es démasqué. Tu ne construiras pas la maison une nouvelle fois. Mon esprit est allé jusqu'à la désagrégation. Ben, ma question, qui est ce constructeur de la maison? Que veut-il dire le Seigneur Et Bouddha? alors, il dit à la fin, au fait, Tana Visamkita, c'est-à-dire l'avidité, a été désagrégée. Et donc, et c'est ce qu'on appelle les Pratama Buddha Vachaka.
pratama, les premières, vachaka, parole, donc du Bouddha après sa réalisation. Et dans les temples au Sri Lanka, enfin ceux que j'ai vus, où j'ai été à l'office, c'est répété tous les jours. Et donc, le constructeur de la maison, on peut supposer, vu l'enseignement du Bouddha, que c'est l'ego. Hein, voilà, l'ego construit la maison de notre personnalité. Et quand on a compris la stupidité de l'ego et qu'on l'a abandonné, la maison de la alors, personnalité, c'est peut-être pas le mot exact, mais enfin, quand on compris que l'ego était au centre de notre névrose, de notre psychose, de nos problèmes, eh bien, on défait l'ego. C'est comme si on retirait la clé de voûte et à ce moment-là, tout le reste s'effondre. Ou la poudre de fête, quand la poudre de fête se désagrège, tout le reste s'effondre. Ou alors, ce qu'on pourrait dire, ce qu'il y a au centre de tous nos problèmes, c'est soit l'ego, soit les trois émotions perturbatrices. Donc, c'est venu plus tardivement et c'est venu vers le 8e siècle, la roue de la vie de façon très systématique avec les trois animaux, le cochon, le coq et le serpent qui se mordent l'un l'autre. Et donc, c'est les émotions perturbatrices de base. Je pense que le coq, c'est la colère. Le cochon, ça doit être l'avidité. Et le serpent, l'ignorance ou quelque chose, ou le cochon peut-être l'ignorance et le serpent, l'avidité. Donc peut-être coq, avidité, serpent, colère et cochon, ignorance. Je pense que c'est dans ce sens-là que ça marche. En tous les cas, c'est cette triade d'émotions perturbatrices qui est au centre de la roue du devenir, des transformations. Et donc, quand on les abandonne, on abandonne le constructeur de la maison et la maison de l'ego, la maison de nos perturbations mentales, de notre névrose, de notre psychose, ne se reconstruira plus. Et on évitera d'aller de naissance en naissance et de souffrance en souffrance. C'est la grande idée du Bouddha. Mais cette manière de parler de ce constructeur, péjorativement d'ailleurs, de ce constructeur, c'est pas un reniement d'un Dieu constructeur en quelque sorte? Alors, je ne pense pas que ce soit trop dans l'optique du Bouddha, hein, parce que dans son système, c'est le karma qui reconstruit à chaque fois des souffrances et de la névrose, etc. Et donc, on pourrait dire qu'en se libérant de l'ego, il se libère aussi du karma. Voilà, donc effectivement, il faudrait demander à des gens qui connaissent plus à fond les textes bouddhistes que moi, et ça peut tout à fait être aussi le karma. Hein, c'est ce karma qui nous reconstruit une personnalité avec ses défauts, etc., à chaque génération. Et c'est de ça dont il faut se libérer. Donc, il peut s'adresser tout à fait au karma aussi. Et on rejoint finalement les Upanishads. Hein. Il y a une phrase très connue des Upanishads, reprise par les mystiques de l'Inde. Quand les karmas sont coupés, quand les doutes sont tranchés, quand les nœuds sont dénoués, alors il apparaît, lui, qui est l'immanent et le transcendant. Ils disent dans le texte sanskrit, lui qui est apara, c'est-à-dire qui n'est pas au-delà, et qui est para, qui est au-delà. C'est-à-dire, on peut traduire l'immanent et le transcendant. C'est pas un créateur, Oui, alors dans le Upanishad, ça reste très vague. Hein, c'est cette lumière qui est à la fois ici et au-delà. Et pour le Bouddha, c'est vu la logique du bouddhiste, il a démonté la loi du karma hein, plutôt que la croyance en un Dieu créateur, mais peut-être dans un sens secondaire, il déboulonne aussi la croyance dans un Dieu créateur pour obtenir la libération. Et à la page 167, tu cites un certain sage Thaï, je crois, chinois, qui dit les gens considèrent que marcher sur l'eau est un miracle. Mais pour moi, marcher paisiblement sur la terre est le miracle réel. Que veut-il dire par marcher paisiblement? Est-ce une marche consciente? C'est quoi? Oui, c'est ça. Donc, marcher consciemment, on pourrait dire aussi sur la terre, c'est Linzi. Linzi, c'était un des plus grands maîtres du Chan. Il a vécu vers le 8e, 9e siècle, donc avant que le Chan ne devienne le Zen au Japon. Et donc, il dit ça. Et donc, c'est aussi réenchanter le monde. Hein. On rêve de miracles, on rêve de marcher sur les eaux, etc. Mais au fait, quand on développe sa conscience,
une marche ordinaire devient un miracle parce qu'elle est 100% consciente. C'est ça l'idée. C'est finalement réenchanter le monde grâce à la pleine conscience. Et 100% consciente, c'est-à-dire conscient, qu'on soit conscient de la marche elle-même? Ben oui, hein, le Thich Nhat Hanh le disait très simplement, il avait des formules très simples mais profondes et qu'on peut méditer toute sa vie. Et il disait, quand on pose le pied, il ne faut pas que ce soit 50 ou 75% conscient, il faut que ce soit 100% conscient, tout simplement. Chose qu'on n'y est pas très habitué parce qu'on marche pas pour marcher, on marche pour avancer, on a mille et une idées quand on marche. Oui, et il faisait de cette pleine conscience de la marche et du souffle euh, une sorte de condition ou de moyen ou de vecteur du lien avec le maître spirituel. Hein, donc, il se moquait un peu de ses disciples qui disaient on n'est pas content parce qu'on n'est pas le numéro de téléphone de Thaï, il l'appelait Thaï Thich Nhat Hanh, on ne peut pas l'appeler quand on veut. Et alors, il disait quand vous faites un pas conscient, ou quand vous faites une respiration consciente, vous êtes au téléphone avec Thaï. Thaï, c'est qui donc? C'est Thaï, c'est Thich Nhat Hanh. Hein, dans sa communauté, il ne l'appelle pas Thich Nhat Hanh, il l'appelle Thaï. Et donc, il disait, quand vous faites un pas conscient, quand vous faites une respiration consciente, vous êtes au téléphone avec Thaï. Et là, une autre question. À la page 170, tu dis, si l'on absorbe le mental dans le mouvement régulier de la marche méditative, il plonge assez facilement dans un état de conscience plus profond. Mais ma question est souvent, on est plutôt distrait dans la marche, même si c'est une marche méditative. Donc, oui, alors il y a un état où on est plus distrait dans la marche, c'est quand on fait une marche très intense et que les endorphines sont libérées. Et à ce moment-là, on est dans un état d'euphorie et on a une absorption à l'intérieur, on oublie les distractions. Et à l'époque, je faisais beaucoup de grandes randonnées et ça pouvait venir en fin de journée quand on poussait le corps. À ce moment-là, il y avait plus d'endorphines et on peut avoir des beaux états d'absorption. Hein, mais c'est vrai que le matin, on a tendance un peu à partir dans tous les sens, à moins que ce soit un démarrage en montée le matin. Alors, assez rapidement, les endorphines sont libérées, assez rapidement, on a une absorption. Et donc, même les gens ordinaires, ils ont des états d'absorption dans la marche parce que le corps, quand il est poussé dans la marche, il a une absorption. Je connais un cardiologue dont la femme fait beaucoup de méditation, beaucoup de Vedanta, mais lui, il est très matérialiste, mais il a trouvé pour méditer sans dire à sa femme qu'il méditait, la marche. Donc, il est devenu moniteur de groupe de troisième âge et ils partent en faire des marches de 6, 7, 8 heures dans la journée. Il y va toutes les semaines et pour lui, c'est sa méditation. Et avec ce livre auquel Marc de Smet a donné le titre Méditer marcher, qui réunit de mes textes et des textes de Michel Jourdan. Donc, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Et depuis maintenant 25 ans qu'il a été publié, régulièrement, j'ai des dames qui viennent me voir timidement à la fin de la conférence en disant « Est-ce que vous ne pourriez pas dédicacer ce livre à mon mari? Parce qu'il ne faut qu'une méditation, mais il aime la marche. » Voilà, donc elles espèrent qu'avec ce livre, le mari va se mettre à la méditation. Et pourquoi pas? Alors, j'ai mis donc la carte sur le sourire sur le chat, donc n'hésitez pas à la décharger, comme ça vous l'aurez avec vous. Ce sera mon cadeau avant de repartir pour l'Inde. Dernière question, là. Le bouddhisme Mahayana, tu dis, croit à une conscience de base qui est au-delà du cerveau, à la page 179. Et donc, ma question, c'est ça le centre au-delà de l'ego? Alors, on peut dire ça comme ça. Et donc, Alan Wallace, qui a beaucoup travaillé sur la conscience au-delà du cerveau, voilà, il insiste sur ce point.
Et il dit que, parce que lui, il a fait une maîtrise en physique, donc il dit que dans la science occidentale actuelle, il y a des postulats qui ne sont pas du tout remis en question. Et un des postulats, c'est que la conscience est nécessairement une sécrétion du cerveau. Ce n'est pas ce que disent les traditions. Et il dit qu'il n'y a aucune expérience scientifique qui montre que la conscience n'est qu'un sous-produit du cerveau. Alors évidemment, il y a l'argument que connaissaient déjà les hommes préhistoriques, s'ils donnaient un coup de massue sur la tête de l'autre, l'autre devenait inconscient. Mais l'argument de la tradition, c'est que le cerveau est un transmetteur de la conscience, mais que la conscience n'est pas limitée au cerveau. Et c'est comme quand on casse une lampe qui est allumée, c'est vrai que la lumière s'éteint, mais ça ne veut pas dire qu'on casse l'électricité. L'électricité est différente de l'ampoule. Donc, il faut voir le cerveau comme des ampoules et la conscience comme une électricité plus large. Il y avait aussi Swami Shantananda, qui était un grand Védantin, et quand on le voyait, il avait 80-85 ans, donc on lui demandait des nouvelles de sa santé, et il disait l'ampoule est fatiguée, mais l'électricité est la même. Celui Voilà. qui vivait à l'ashram de Ramana Maharshi. Oui, c'est ça. Il était à l'ashram de Ramana Maharshi. De temps en temps, il était dans la grotte de son gourou à Vashista Gufa au-dessus de Rishikesh. De temps en temps, il descendait chez Atmananda à Rishikesh. Voilà, il y a ces Il est différents. Il décédé était dans maintenant, ces non? différents endroits. Pardon? Il est décédé. Il est décédé, oui, oui, oui. Hein, il avait 86-87 ans. Il a eu une belle vie. Hein. Il est Oui, devenu oui, sannyas à la j'ai retraite. un entretien avec lui qui est sur YouTube maintenant, que je l'ai mis, il est disponible sur YouTube. Ah, d'accord, ben, ça m'intéresserait. Ça me fait plaisir de le revoir. Il est Oui, sur ta un chaîne. entretien d'1 heure. Et c'est toi d'ailleurs à l'époque qui m'a dit, tu es à l'ashram de Ramana Maharshi, va chercher Swami Shantananda et j'ai fait une interview exactement Oui, oui, avec c'est lui. précieux. Oui, oui, c'est précieux d'avoir des entretiens avec lui. C'était un grand Il Védantin. m'a offert 2 de ses livres à l'époque. C'est quelqu'un vraiment quelqu'un de très intéressant en quelque sorte. Oui, 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 oui. Et donc, le livre l'Ashtavakra Gita, au fait, c'est son commentaire de l'Ashtavakra Gita qu'il a fait comme cours à l'ashram de Ramana Maharshi. Ensuite, il en a fait un polycopié. Et donc, j'ai traduit le polycopié. Et puis, c'est devenu un livre illustré, etc., en Inde. Mais moi, j'ai travaillé sur le polycopié avant que ça devienne un livre. Et c'est Acarias qui l'a fait. Alors, à Jacques, propos de Alan Wallace, donc le livre d'Alan Wallace, La force de l'attention, va apparaître début janvier. Et au mois de janvier, il y aura un quart d'heure bouddhiste qui lui sera consacré. Hein, donc, c'est Marc de Smet qui va présenter le livre. Et j'ai eu un mail de lui aujourd'hui. Et ça s'est décidé. Donc, donc, ça va faire un bon lancement pour ce livre parce qu'il est, voilà, c'est un beau livre et ça aidera les gens à approfondir leur méditation, quelle que soit la méditation qu'ils fassent. On a toujours besoin de l'attention en méditation. Et donc, avec ce livre, ils auront beaucoup de renseignements pratiques et avec une profondeur traditionnelle aussi pour développer leur attention. Jacques, encore une dernière question sur ce centre au-delà de l'ego. Donc, c'est le divin, c'est Dieu. C'est quoi ce centre au-delà de l'ego? Oui, on peut l'appeler le divin, on peut l'appeler la nature de l'esprit, on peut l'appeler le soi. Il a différents noms. Donc, il y a une énergie ou une force qui nous dépasse en quelque sorte et qui peut nous aider comme qui peut nous... Oui, c'est ça. Et donc, c'est important de parler de ce qu'il y a au-delà de l'ego, parce que finalement, ça permet de réconcilier les traditions spirituelles théistes et les traditions spirituelles non théistes, comme par exemple le taoïsme ou le Ouais. bouddhisme ou le jaïnisme, parce que dans les deux cas, on cherche à dépasser l'ego. C'est ça qu'ils ont en commun. Et justement, Jacques, cette formule, elle me retient beaucoup l'attention de Ajahn Chah et que tu cites d'ailleurs dans ton livre, qui dit le dharma, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben, c'est-à-dire le dharma, c'est la justesse, la cohérence, et c'est ce que nous apporte l'identification à Dieu. Hein, quand on se divinise, on a plus de À justesse. mon avis, lui, il veut dire par là aussi que ce dharma qui est en quelque sorte une loi universelle et une organisation universelle, c'est ça Dieu.
C'est ça, un Dieu, ce n'est pas quelqu'un avec une barbe sur un trône, mais c'est cette justesse qui pénètre, Cette qui loi pénètre. universelle Oui, qui c'est ça, gère tout, justesse en fait. universelle. Et donc, on Ok, est au-delà, quand on dit ça, on est au-delà du Dieu tribal, bien sûr. bah, ok, c'est bien de faire le point final sur ce sujet assez crucial et important. Voilà, pour Oui, reprendre une prochaine fois. Et là, on laisse un peu de temps à ceux et celles qui veulent poser des questions ou échanger. C'est le moment avant de finir et de clôturer. Et bien sûr, tout le monde vous souhaite un beau voyage et fait signe quand tu arrives en Inde. oui, c'est ça. Hein, et donc, oui, donc la semaine prochaine, je vous retrouverai si tout se passe comme prévu, à Nashik, qui est un grand lieu un des 4 lieux de Kumbh Mela. Et donc, c'est un grand lieu de l'hindouisme, mais c'est plus petit qu'Hardwar et Allahabad ou Bénarès. Et donc, ben, ça va me permettre de me reconnecter avec la Grande Inde. Et ensuite, j'ai des amis qui vont venir et ils seront 4. Et on ira à Triambakeshwar, où j'ai passé un mois de retraite à l'époque. C'était vers 1990 peut-être ou 92. Et en hiver, c'est très agréable. Et voilà, c'est là où il y avait Gyaneshwar, qui est un des plus grands saints du Maharashtra, qui a écrit un commentaire sur la Bhagavad Gita de 400 ou 500 pages avant de mourir à l'âge de 21 ans. Donc, on appelle le Gyaneshvari. Et puis, c'est là aussi où il y a eu Gorakshnath qui a fait sa sadhana, qui est le fondateur du Hatha Yoga. Donc, pour la tradition de l'Inde et du Maharashtra, c'est pas un lieu banal, le Triambakeshwar. C'est l'endroit du dieu aux 3 yeux, c'est-à-dire C'est Shiva. proche aussi du mausolée de Tukaram, non? Alors, le tombeau de Toukaram, il est peut-être… C'est à Maharashtra, c'est tout proche, j'imagine. Et on a visité les deux en même temps. Ils ne sont pas trop loin, si je me rappelle. D'accord, d'accord. Oui, c'est possible, hein, c'est possible. Ce Oui, sont il tous était du Maharashtra, des Toukaram. saints du Maharashtra et des saints du Bhakti. Alors oui, il y a toute une tradition qu'on appelle la Nirguna Bhakti, et c'est beaucoup illustré par les saints du Maharashtra et puis ensuite les gourous sikhs, voilà, les saints du sikhisme. Et c'est la Bhakti sans forme, hein, le Nirguna Bhakti. Et certainement, il y a des liens avec l'islam, hein, et le monothéisme, Ouais. où Dieu est Oui, parce qu'il y censé a eu avoir beaucoup deux formes. d'interchangements, d'interactions entre les deux. Oui, oui. Bon, le soi des Upanishads n'a pas de forme, et donc ça fait des interactions avec le monothéisme où le Dieu n'a pas de forme. Voilà. Donc, et au Maharashtra, donc, il y a eu ces traditions dans le sikhisme aussi qui sont développées. Alors, Geneviève, Bonjour, bonsoir. C'est triste hein, de le sentir s'en aller, s'envoler, notre ermite volant. Mais vous allez me retrouver dans le rectangle éternel, l'éternité par Zoom. Tu y arriveras depuis l'Inde à faire quelques zooms quand même, peut-être. Ben oui, je vais y réfléchir, hein. On va faire une petite pause là. Mais à Noël, donc entre Noël et le jour de l'an, je pense du 27 au 31 inclus, on fera quelque chose. Voilà, donc je vais vous envoyer, je vais faire un petit programme quand je serai en Inde tranquille. Ah, Et très bien. on l'enverra vers le 20, quoi. Ce sera sans Mhm. doute 1 heure et demie, 2 heures chaque soir du 27 au 31. Parce que pour Noël, je serai avec ses amis. On sera du côté d'Ellora Ajanta. Ajanta, c'est la grotte bouddhiste très ancienne. Et puis Ellora, c'est un temple dans les rochers qui est très ancien aussi et très beau. Et donc, voilà, on passera Noël ensemble. Le 26, je voyagerai pour aller vers Mandu, donc, qui est un peu plus haut dans le centre de l'Inde, donc vers le Madhya Pradesh. Et puis là, je m'installerai et donc le 27, normalement, je serai à pied d'œuvre pour faire des sessions. Est-ce que tu iras à Dolchina? Alors, Dolchina, eh bien, je suis en train d'y réfléchir, ça ne va pas être facile
Où est-ce que ça en est, Régine, du groupe de Réunion? Vous maintenez, vous avez réussi à voir à peu près votre trajet en avion ou c'est pas facile? C'est en cours. C'est en C'est en cours. cours. En tout cas, il y a du monde hein, qui veut faire ce voyage. Mais ce qui n'est pas évident, c'est le fait qu'on ne peut pas atterrir à Delhi. Oui, ça fait un changement de plus. Donc, il y a Pourquoi? des vols pour Bombay et Madras, quoi. Donc, Ouais. faut faire Mais bon, si vous Pourquoi? restez à l'aéroport, c'est pas difficile. Ce qu'il faut, c'est prévoir un délai suffisamment long pour ne pas rater la correspondance. Oui, Pourquoi ben, on j'ai ne eu peut pas Dinesh atterrir à qui a- Delhi? Pourquoi? Ben, ils ont Ben, c'est supprimé le le vol Covid. direct parce qu'il y avait moins de monde pour l'Inde, quoi, pendant le Covid. Ah, C'est Air oh, Mauritius. Donc, c'est vrai que pour les Réunionnais, ils doivent aller à Maurice, changer à Maurice, puis ensuite ah changer à oui, Bombay. Ça fait 2 changements, c'est moins Ça fait commode. 2 changements. Ouais. ah oui. Ou alors aller à Madras et puis faire Madras, Delhi. Voilà. Mais je pense que Bombay est plus direct géographiquement. Ben, Ah, ça c'est-à-dire, complique. ouais, j'ai eu Dinesh il y a 2 jours et il faut qu'il modifie un peu le trajet, quoi, Oui, la programmation par rapport au d'accord. fait qu'on ne peut pas atterrir à Delhi. Mais ce que vous pouvez faire, c'est faire Mumbai, Patna peut-être à l'aller, puisque le vrai voyage, il commencera par Patna et il y a des vols Mumbai-Patna. Ah Donc, oui, ça vous fait même gagner des kilomètres parce que Delhi, c'est quand même un détour, ça vous fait monter au nord puis repartir vers l'est, alors que Mumbai-Patna, vous coupez. Donc, finalement, ça pourrait peut-être faire un peu d'économie dans les billets d'avion. Pour le programme, je vais carrément commencer à 2023. Et puis pour les Zooms, je vais laisser un petit peu vague. Hein. Oui, c'est ça, hein, oui, oui. Parce que ça va être un peu au dernier moment des décisions. Donc, je vais plutôt aller sur le présentiel de 2023 et puis laisser les Zooms un peu plus vagues. Ben, je vais peut-être quand même réfléchir. Là, j'ai pas mal de transport d'ici mercredi, donc n'en vois rien d'ici une semaine. Non, non, j'en vois rien. Oui, c'est Pour le ça. Et comme moment. ça, je ferai quand même un programme de Zoom. Je vais me décider. Voilà, là, je suis tellement D'accord. dans les déplacements que je n'ai pas le temps de penser à l'avenir. Mais pendant le voyage, là, en particulier mardi, j'attendrai la correspondance pour Bombay. Ensuite, j'irai à Bombay, tout ça. Donc, j'aurai du temps pour réfléchir. De toute façon, tu seras là à l'entretien avec Tenzin Palmo mercredi prochain. Normalement, oui. Donc, s'il n'y a pas de problème de connexion, j'arriverai à Nashik. Normalement, il y a un bon Internet. C'est une ville, mais il faut que j'achète mes SIM indiennes, etc. Des fois, ça peut prendre 2-3 jours. À ce moment-là, et je dépendrai plutôt de l'Internet local. Et souvent, il y a des blocages là. Mais bon, je pense que ça va marcher. Oui, et Geneviève, je t'enverrai aussi, Régine, l'annonce dès que ça sera prêt, d'ici 2 jours. Voilà, d'accord. Oui, et puis D'accord. pense à envoyer les questions, par exemple à Geneviève ou Oui, à oui, d'autres. ok. Comme ça, si tu es coupé avec le Liban, il continue avec les questions. D'accord, d'accord. D'accord. Est-ce que tu arriveras à m'envoyer le livre de Michaela Écoute, avec les cartes postales, les petites cartes? je vais voir, hein, ça va être un peu difficile parce que je pars demain matin. Et est-ce que puis, tu je m'as reviens envoyé le lundi matin, livre quelques heures avant de italien prendre du mon moment avion. qu'on parle des envois postaux? Eh oui, voilà. Oui, Que mais tu je vais l'as quand même fait? essayer. Là, je suis en train de ranger la cave, donc on va voir Eh oui, si on oui. retrouve ça. Ça va être difficile, je crois. Hein, ça va être difficile. Oui. Et pour le festival de yoga à Paris, tu es bien d'accord avec Oui, je l'ai déjà dit, hein, D'accord. mais donc tu peux 18 au... confirmer. D'accord, d'accord. Oui, Oui. parce qu'ils ont demandé plusieurs fois. D'accord, d'accord. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y aura une traduction pour Tenzin Palmo, Jacques? Alors, je vais voir comment ça se goupille le mercredi. Je vais voir. Hein, je serai en déplacement, oui, le mercredi d'après. Mais enfin, bon, en général, l'Internet marche maintenant en Inde. Voilà, donc on va Déjà, voir. le mercredi, tu sauras si c'est bon. Oui, c'est ça, oui. Nous, ils ont développé des choses. Ils font des petites boîtes maintenant avec une carte SIM qui vous donne le Wi-Fi très facilement. Et donc, on ne dépend plus du Wi-Fi de l'hôtel. Et ça, c'est précieux parce que les Wi-Fi des hôtels, même les hôtels de luxe, ils ont souvent des Oui, problèmes. ils sont mauvais. Eh ben, à mon aide, je n'ai jamais réussi à avoir un bon Wi-Fi dans les hôtels. Oui,
Bon, ils sont peut-être améliorés maintenant, mais enfin, j'ai confirmé avec un agent de voyage là, qui s'occupe du groupe de Nicole Archambault. Et lui, il était en Inde récemment, il dit que ça continue, les problèmes de Wi-Fi dans les hôtels. Mieux vaut avoir son propre système. Et puis, de temps en temps, c'est l'un qui marche, l'autre qui ne marche pas. Et avec 2 systèmes, c'est quand même mieux. Pour le voyage, Jacques, pour le voyage de Nicole Archambault, Oui, j'ai une personne qui m'avait interrogée, mais il faut qu'elle contacte qui? eh bien, oui, effectivement. Donc, je vais t'envoyer Oui, le contact. parce que ça pourrait arranger les gens, hein, qu'il Oui. y ait un peu plus de monde, parce que s'ils ont un groupe de 10 avec Air France, ils sont un peu limite. Et donc, s'il y avait une personne de plus, ça nous arrangerait. Donc, je vais te donner les références, oui. Qu'elle D'accord. m'écrive à moi, mais aussi aux gens du groupe, et comme ça, et qu'elle le fasse rapidement, parce que là, ils sont en train de modifier les billets, etc. Voilà, donc je vais t'envoyer ce soir le lien. C'est pour février, c'est ça? Oui, c'est pour février, Oui. mais on a eu une réunion lundi dernier et justement, il disait qu'il va falloir qu'on supprime une place, mais peut-être qu'ils garderont le billet de groupe parce qu'ils disent si on perd le billet de groupe, il faut repayer individuellement et ça reviendra plus cher de toute façon. Ah oui. Cette personne pourrait faire la 10e place et comme ça, on ne perdrait pas de place. Donc, elle écrive rapidement. Ouais. Je vais t'envoyer dès ce soir, là, après le